Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Anne-Sophie Lepoder est psychologue clinicienne. Comme elle le dit elle-même, elle aime écouter, analyser, déchiffrer les symptômes et aider ses patients à comprendre le sens de ce qui leur arrive. Alors que se passe-t-il quand on doit faire face à une séparation ? Qu'on est deux ou également parents ? Anne-Sophie revient aujourd'hui après son premier épisode sur notre podcast qui s'appelait La vie du psy, l'enfant au cœur de la séparation. Je vous renvoie, c'était l'épisode 11. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes les écoutes sur cet épisode et tous les retours. Donc apparemment ça vous a été très utile. Et donc aujourd'hui elle revient pour une discussion sur différentes problématiques rencontrées dans le cadre de la séparation. Donc on s'oriente plus en ce qui concerne les adultes et moins les enfants. Nous avons évoqué tout un tas de choses, les sentiments qui peuvent nous habiter, le cas difficile du parent, qu'on peut qualifier de toxique, l'entrée d'un beau-parent dans une famille, mais également l'importance d'être accompagné pour détecter sa propre souffrance et celle de l'autre, afin notamment de pouvoir traverser le cataclysme de la séparation. Un grand merci à Anne-Sophie encore pour sa participation et j'espère que ce podcast va vous permettre d'apprendre plein de choses. À bientôt. Bonjour Anne-Sophie, merci de revenir sur le podcast. Là, on va aujourd'hui parler des parents, de la séparation des parents ou même des problématiques beaucoup plus larges, puisqu'on a vu la dernière fois tout ce qui concernait les enfants. Donc, je vous renvoie à notre épisode qui concernait les enfants et je vous renvoie aussi au compte Instagram d'Anne-Sophie qui s'appelle La Belle Vie Psychologie où vous trouvez plein d'informations et notamment plein de livres, parce que tu fais beaucoup de posts sur les... Tous les mercredis, il y a un post sur les livres jeunesse, et puis après, le vendredi, il y a des tips, les tips du vendredi avec plein d'astuces, et chaque semaine, il y a un thème qui est développé. Voilà, donc je pense que ça aussi, ça peut être très intéressant de pouvoir suivre tout cela. Donc là, aujourd'hui, on va parler des parents. Donc, on l'a dit, tu suis beaucoup d'enfants dans les séparations, mais alors, est-ce que tu as aussi pas mal d'adultes qui viennent te voir au moment de leur séparation ? Oui, il y en a aussi pas mal, effectivement. Que ce soit homme ou femme, d'ailleurs. Oui, c'est pas plus féminin ou plus masculin. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que j'ai l'impression, dans ma clientèle, j'ai autant d'hommes que de femmes, si ce n'est peut-être plus d'hommes, après ça dépend des périodes, mais j'ai quand même moi l'impression que plus facilement ça va plus être mes clientes qui vont... Les femmes vont peut-être plus en parler, plus facilement en parler, l'exprimer. Moi en thérapie, je peux pas dire que j'ai plus de... Pour ces problématiques ou même même pour d'autres, je peux pas dire que j'ai plus de femmes que d'hommes. Il y a même des périodes où c'est l'inverse, non ? Bon, ben voilà, donc ça c'est déjà... c'est intéressant de le savoir et effectivement, homme ou femme, de toute façon, le besoin est le même, entre guillemets, et l'intérêt est le même. Quant à ces consultations-là, donc est-ce que ça se fait plus au moment de la séparation ? Est-ce que les gens viennent te voir avant ? J'imagine que parfois, ça peut aussi... J'ai un peu de tout. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai des thérapies de couple. Ah, tu fais aussi des thérapies de couple ? Je fais aussi des thérapies de couple. J'ai des thérapies de couple où la séparation était un peu inévitable, mais il y en a un des deux qui... Enfin, j'ai un peu de tout. Où j'ai des souvenirs dès le premier entretien. En fait, il y en a un qui osait pas dire à l'autre qu'en fait, c'était terminé. Et où... il avait accepté, mais... Ou finalement, de se retrouver chez la psy, allez, c'est bon, je suis pas seule, je lâche le morceau, je veux plus être avec toi, et je me retrouve avec l'autre qui se jette par terre et qui pleure, mais non, mais bon, j'ai eu un peu tout. Donc, je vois des fois les couples avant qui viennent en essayant de sauver leur couple, ou en se disant, bon, on va essayer de se séparer le mieux possible, et qui viennent avant. J'ai aussi plein de couples qui viennent en thérapie de couple et qui vont bien marchent. après. Ouais, non, c'est ça que je me demande, c'est est-ce que ça fonctionne ? Parce que moi, je suis après, voilà. Donc moi, j'ai les gens chez qui ça n'a pas fonctionné. Donc, la plupart du temps, heureusement, les gens qui viennent en thérapie de couple, c'est des gens qui ont envie de se remettre en question, qui ont envie que le couple fonctionne et que ça aille bien. Et déjà, rien que quand on a cette envie-là, en général, c'est que ça se passe
pas si mal. L'issue est plutôt positive. Non, heureusement en thérapie de couple. Donc ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Conseil après, du coup, si on après, est... ça dépend si on attend trop longtemps, ça dépend le motif, ça dépend. Oui, mais non, il y a plein de thérapies de couple qui finissent bien. Donc je suis des couples du coup qui sont pas encore séparés. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des couples pas encore séparés et qui se séparent. Donc, même sous mes yeux, ou des couples qui sont en train de se séparer, ou parfois que je vois après. Donc j'ai un peu tout. Des couples, après, une fois qu'ils sont séparés, tu vois l'un ou l'autre. Tu vois plus ensemble du tout. Pour le coup, on voit plus ensemble. Et en plus Alors, je dis ça, et ça m'est arrivé une fois de recevoir... Alors, c'était... je crois que je les ai vus une fois ou deux. Mais des parents qui étaient séparés et qui avaient peur de mal faire, mais c'était chouette parce qu'ils étaient plutôt du coup en lien tous les deux, ils avaient peur de mal faire pour leurs enfants et du coup ils venaient consulter tous les deux pour savoir quoi faire, quelles étaient les meilleures décisions à prendre pour leurs enfants, mais en général quand ça se passe comme ça c'est qu'il n'y a pas besoin de psy. C'est ça. Donc j'ai pas dû les voir souvent. Après quand les parents sont séparés, je suis un seul des deux et le psy ne suivra surtout pas l'autre en même temps, non. Oui, ça risque sinon de poser des petits soucis. Non, c'est pas possible. Il faudrait un autre thérapeute. C'est comme nous, on peut pas être avocat des deux. C'est pas possible. Et par rapport à ces thérapies, est-ce que tu vois des choses qui reviennent chez tes patients, par exemple? Moi, je sais que chez mes clients, je vois souvent des problématiques qui reviennent, type celui qui a pris la décision, donc va porter une énorme culpabilité vis-à-vis de l'autre. À l'inverse, celui qui subit la séparation va se positionner toujours un peu, pas comme victime, mais il va avoir l'impression que l'autre lui doit quelque chose. Donc je pense qu'il y a... Il y a plus de colère, disons. Oui, il y a plus de colère, et puis il va dire, il est quand même parti, ou elle est quand même partie, donc moi j'ai le droit de demander de telle chose, mais pas forcément des choses raisonnées, c'est plus une espèce de dette de l'autre, en fait, finalement. Est-ce que tu as ce genre de problématique qui revient, d'où ça vient, enfin comment ça s'explique? Alors j'ai ce genre de problématique, j'ai l'impression que je vois quand même plus souvent, du coup, les personnes qui se sont fait quitter que les personnes qui sont dans la culpabilité et qui vont... ou alors, c'est peut-être pour ça que je dis ça, ou alors celles qui ont pris la décision de quitter l'autre, elles viennent pas pour ce motif-là. Elles vont venir pour tout ce qu'il y a autour, et pas forcément pour le motif de je culpabilise parce que j'ai quitté ma femme, mon mari, mais plus pour en fait je suis un peu perdue, pour des remises en question, pour des choses, mais pas pour ce motif-là, parce qu'on travaille avec la demande du patient et on est très attentif au motif de consultation, pourquoi la personne vient et qu'est-ce qu'elle demande. Et je me souviens pas avoir eu une personne qui venait je culpabilise, ma demande c'est je culpabilise. Est-ce qu'ils s'en rendent vraiment compte qu'ils culpabilisent au départ? Je sais pas. C'est vrai que moi ça m'arrive souvent. En tout cas, c'est pas la demande, la première demande. C'est peut-être pas la première demande. Contrairement à quelqu'un qui subit la situation, c'est peut-être plus simple d'identifier quel est le problème, alors que celui qui part d'un côté, s'il est parti et qu'il a pris sa décision, c'est déjà pas évident, donc c'est qu'il est quand même en accord avec ça, enfin en tout cas qu'il pense que c'est le mieux pour lui. C'est ça. Mais quand même, il y a ce poids de la culpabilité qui est récurrent et qui... Je pense que ça ressort plus dans ton boulot. Dans mon boulot, finalement. C'est ce que je vois. Oui. Non, je pense... Parce qu'après, par rapport à ça, c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Parce que ça va être des personnes qui vont, du coup, accepter des choses qu'elles n'accepteraient pas en temps normal, ou qui vont vouloir toujours aller dans le sens de l'autre. Mais ça doit plus se ressentir dans ton boulot, parce que moi, quand il y a une des personnes qui prend la décision de partir... Elle va pas aller essayer de se défaire de sa non, mais surtout, elle a réfléchi avant de prendre cette décision. Et elle a pris cette décision parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour elle. Donc, psychiquement, elle est en accord quand même avec ce qu'elle fait et elle a envie de le faire. Elle va plus devoir dealer avec les difficultés qu'ils vont avoir derrière. Je pense notamment à d'autres interviews que j'ai eues avec des personnes qui ont eu à subir ce divorce. Vous pourrez le voir dans le podcast, c'est peut-être déjà sorti, dans ce cas-là je vous mettrai le lien, et qui c'est vrai après ont été quand même accompagnés, ont pu identifier cette culpabilité et surtout tout ce qui découlait de ça, et puis aussi du cataclysme qu'est le divorce, ou la séparation d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on parle de divorce par automatisme, mais autant la séparation. Et je pense que là, ce qu'on disait aussi, c'est
il y a une différence quand il y a un enfant et quand il n'y a pas d'enfant. Ouais. Alors, explique-moi quelle est la différence. Qu'est-ce que tu vois comme différence quand il y a un enfant et quand il n'y en a pas? Ben, quand il y a un enfant, c'est qu'il y a un lien qui reste. Et que une fois quand il n'y a pas d'enfant, en fait, une fois qu'on a réglé toutes les questions matérielles, ben après, chacun peut partir de son côté et on peut effacer l'autre de notre vie. Alors, c'est pas aussi simple que ça, hein, on ne l'efface pas de sa tête forcément, mais on peut l'effacer du quotidien complètement. Et ce que je disais, on le voit moi, je le vois en tout cas chez mes jeunes patients, les étudiants, jeunes adultes, même les ados. Quand ils se séparent et que ça se passe mal, ils les bloquent sur les réseaux sociaux, ils les bloquent sur le téléphone, on veut plus de l'autre qui nous pourrit la vie, qui nous pourrit nos pensées, ou je sais pas, on bloque et puis c'est bon, et on passe à autre chose. Je veux plus voir ces photos sur mon profil Facebook. Je veux plus entendre parler. Je veux plus en entendre parler. Je veux plus. On peut couper. Mais quand il y a les enfants, on peut pas. On peut pas. On est obligé d'avoir des nouvelles de l'autre. Puis les enfants en plus qui nous en apportent, même si on n'a pas envie, on est au courant quand même de ce qui se passe, comment l'autre est installé, où il vit, s'il y a une nouvelle personne dans sa vie. On est au courant de tout ça et on peut pas couper. Et il y a un lien qui reste. L'enfant fait ce lien-là. Et ça, c'est pas la même chose quand même. Finalement, est-ce que c'est pas ça qui est plus difficile à gérer dans le long terme, d'accepter de continuer à avoir ce lien avec l'autre? C'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. En même temps, quand ça se passe bien, c'est aussi ce qui fait que c'est plus simple et que c'est plus simple pour les enfants. C'est que quand les parents ont accepté que de toute façon, ça, c'est à vie et qu'il y a ce lien. Choix. Après, il y a des parents, j'ai eu plusieurs situations dans ce cas-là, il y a des parents qui ne supportent pas et qui partent définitivement. Je pense loin. Loin, où j'ai même des situations. Oui, loin, où j'ai même des situations où j'ai des patients où là, je pense à un patient où le père est parti, il n'a plus donné de nouvelles, a changé de numéro de téléphone, n'a pas donné l'adresse, alors peut le retrouver, mais il veut plus de lien du tout, parce qu'en fait, c'est trop difficile de maintenir un lien avec son enfant, qui est grand maintenant. Qui est grand. Moi, j'ai suivi la situation sur plusieurs années, donc effectivement, j'ai connu l'enfant qui était tout petit et qui est maintenant plus grand, au collège, mais ça existe aussi, des parents qui supportent tellement, n'y arrivent pas, c'est tellement pas possible de garder un lien avec l'autre personne qu'ils préfèrent même couper le lien avec leurs enfants. Oui. Ou à l'inverse, il y en a qui vont tenter de couper le lien avec l'autre parent. Ça, c'est un cas que moi je vois aussi. Mais est-ce que c'est possible dans la réalité quand il y a un enfant au milieu? Alors, c'est possible. Après, juridiquement parlant, heureusement, on a des outils. Voilà, c'est justement ça fait partie des éléments juridiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de couper le lien entre le parent et l'autre. Et on a des moyens de rétablir, mais parfois, c'est vraiment extrêmement compliqué. On se retrouve dans des situations de blocage, puisque l'un des parents empêche l'autre de venir récupérer l'enfant. Donc, pénalement, ça, c'est répréhensible. Ouais, alors après, mais dans la vraie vie, souvent c'est fait de manière plus perverse. Et c'est encore pire ça. Et ça, voilà. C'est même la majeure partie des cas. Oui. Non, je sais pas. Moi, en tout cas, de ce que je vois en thérapie, c'est plus une manipulation d'un des parents. Et où en fait l'enfant ne veut plus voir l'autre. Voilà. Et c'est ça. Moi, c'est ce que je vois le plus. Oui. Et ça, pour le coup, c'est compliqué, parce que. Ça, c'est très compliqué, et c'est aussi compliqué au niveau juridique, puisque, j'aime pas trop dire mode, mais c'est vrai que c'est des choses qui reviennent beaucoup plus qu'on n'avait pas avant, comme le pervers narcissique pour les couples. On va tout de suite, quelqu'un en entretien va tout de suite nous dire oui, mais c'est un pervers narcissique, ou oui, mais il manipule, il est manipulateur. Donc, en fait, on colle beaucoup plus facilement des étiquettes, et après, on reste aussi bloqué sur ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau des enfants, quand on a ce mécanisme, c'est-à-dire où on se rend compte de la manipulation de l'autre, ou en tout cas on le pense, on peut après en justice demander des mesures, par exemple de modifier la résidence. Si la résidence de l'enfant est par exemple chez la mère et que c'est la mère qui a cette attitude, on peut dire au juge, au regard de cette attitude et vu qu'il n'y a plus de lien parce qu'elle l'empêche, parce qu'il ne peut même pas téléphoner, parce que rien ne se passe, alors on peut transférer la résidence. Mais c'est un acte lourd même pour l'enfant.
Oui, et j'allais dire, là, c'est presque plus simple que ce à quoi je pense, parce que quand c'est vraiment l'enfant qui veut pas entendre parler de l'autre, pour le coup... Mais le juge le voit... Enfin, alors, c'est pas, pas automatique, mais par exemple... ce serait même violent pour l'enfant. C'est violent, c'est très violent pour l'enfant. C'est pour ça que retourner avoir un lien avec l'autre, alors que... il pense que... Oui, je sais. C'est très compliqué, et ça, c'est des situations vraiment qui sont difficiles, même en tant qu'avocat, hein, parce que... Et en tant que parent, parce qu'il y a certains parents qui sont très conscients de ça, mais prennent la décision pour leur enfant de se mettre justement en retrait, de faire le maximum, mais de se mettre en retrait en ayant cet espoir qu'une fois que l'enfant sera plus grand, il pourra peut-être avoir une attitude différente. Ça, je le vois souvent aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est très destructeur pour les enfants, parce que du coup, la personne sur laquelle il... Ah bah là, c'est juste... C'est sûr, pour l'enfant, c'est complètement... Ça, c'est ça aussi qu'il faut bien mettre en avant, c'est-à-dire pour les parents, c'est que même s'il y a des griefs entre parents, il faut essayer de faire un travail sur soi pour distinguer ce qu'on reproche à l'autre en tant que personne et ce qu'on lui reproche en tant que parent, parce que peut-être que pendant un temps, ça va aller dans le sens souhaité, c'est-à-dire on a l'enfant pour nous, il voit plus l'autre, il y a cette séparation, mais un jour ou l'autre... voilà, ça va revenir. Ça se retourne pas forcément, la situation se retourne pas forcément. Mais en tout cas, on prive l'enfant d'un lien avec un autre parent et c'est pas forcément bon pour lui. Ça me fait penser, c'est drôle parce que j'ai eu une conversation comme ça avec quelqu'un qui est venu me voir pour des conseils et qui me disait mais finalement je pense que je me suis trompée. Donc c'était une séparation qui datait depuis plusieurs années et pendant toute la vie de son enfant, elle lui a toujours dit... elle n'a jamais dénigré l'autre, elle a toujours été très positive vis-à-vis de l'autre, et aujourd'hui, son enfant demande à aller vivre chez l'autre parent. Oui. Et en fait, elle me disait en entretien, mais moi, du coup, je dis à toutes mes copines de surtout pas faire comme moi. Si j'avais dit à mon enfant, mais regarde ce que fait ton père, si je lui avais montré, au lieu de le faire vivre, en gros... dans un monde où les deux parents s'entendent bien et sont... Non, mais il faut toujours dire la vérité aux enfants, avec les bons mots, mais il faut toujours dire la vérité. Mais sans dénigrer. Moi, ça m'a fait... Mais il n'y a pas besoin de dénigrer. On peut dire, je ne suis pas d'accord avec papa, d'ailleurs, ou avec maman. C'est pour ça qu'on s'est séparés, d'ailleurs. Non, par contre, pas dénigrer et puis pas dire du mal. Parce que c'est ça. Même nous, en tant qu'adultes... on n'aime pas quand on dit du mal de quelqu'un qu'on aime. Donc les enfants, c'est hyper violent pour eux d'entendre du mal de papa ou de maman. Donc ça, je pense que c'est primordial. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre, et elle a tout à fait compris d'ailleurs, c'est que oui, aujourd'hui, il y a ce changement qui lui fait de la peine, mais en plus, elle n'était pas finalement forcément opposée à ça, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas aller dans le dénigrement ou quoi que ce soit, et qu'au contraire, quand son enfant va grandir, elle sera toujours en accord avec ça et elle aura pris les bonnes décisions. Il faut quand même penser à ça aussi à la base. C'est pas qu'une question de où l'enfant va vivre, c'est prendre la meilleure décision pour lui. Oui. Et peut-être que quand ils grandissent, ils ont leur choix et qu'ils préfèrent aller vivre chez l'autre parent. Et ça ne veut pas dire qu'ils préfèrent l'autre parent, d'ailleurs. Ah bah oui, complètement. Pas du tout. Parfois, c'est pour des choses parce que le petit copain et la petite copine est plus proche, ou parce que on préfère la chambre, ça peut être... Oui, ça peut être très matériel. Franchement, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur toute cette question-là de personnes toxiques ou de pervers narcissiques, etc., est-ce que toi, dans ton cabinet, tu as des personnes qui viennent te voir en te disant « je suis... mon mari ou mon compagnon est un pervers narcissique ou ma compagne... » Est-ce que tu vois de plus en plus ce type de problématique, en tout cas, où les gens se mettent une... Alors, ce que je vois de plus en plus, c'est qu'ils mettent un mot dessus. C'est ça. Alors qu'avant, ils ne le mettaient pas forcément. Un peu, pas, mais si, oui, bien sûr, on le voit. Après, c'est pas forcément des personnes qui sont perverses narcissiques, mais qui ont un comportement un peu pervers parce qu'elles souffrent et que du coup vont essayer de se venger en instrumentalisant l'enfant ou en essayant de se faire du mal à l'autre parce qu'elles souffrent. Et quelle est l'attitude à avoir dans ce cas-là face à un parent qui est... Je sais que j'ai aussi beaucoup de parents qui sont démunis parce qu'ils essayent de faire des efforts, ils essayent de faire que ça se passe bien, et puis finalement, en face, ça va pas du tout dans ce sens-là. C'est comme la psychothérapie, en fait, si l'autre a pas envie de changer, on peut pas y faire grand-chose. C'est, comme je disais tout à l'heure,
c'est pas la psy qui fait le travail, ou le psy, c'est le patient. Et s'il y en a un des deux qui essaye de faire de son mieux pour que ça se passe bien, mais que l'autre n'a pas envie, ça marchera pas pour le coup. Donc, et on peut quand même maintenir sa position en se disant pas de dénigrement vis-à-vis de l'autre. Ah oui, puis ça servira à rien. Ça servira à rien. Mais est-ce que c'est plus facile quand on travaille sur soi quand même après de voir la souffrance de l'autre aussi? Par exemple, souvent il y a des attitudes qui reviennent de la part d'un parent qui a peur, qui souffre en fait, où effectivement il va peut-être utiliser des mauvais moyens pour montrer sa souffrance, et puis il va peut-être faire un peu, lancer des phrases comme ça qui vont faire très peur à l'autre concernant l'enfant, ou qui vont essayer de toucher l'autre en fait, de lui faire du mal autant qu'ils en ressentent certainement. Et quand c'est un couple, l'autre va pas forcément se dire « Ah oui, mais là, il souffre » ou « Il me dit ça parce qu'il a mal, etc. » Donc je me dis que d'un côté, quand après il y a un travail sur soi et le parent est capable de voir ça chez l'autre, c'est peut-être plus simple quand même à gérer aussi, parce qu'on rentre moins dans une lutte. Ouais, alors plus simple, peut-être pas, mais en tout cas, quand on comprend, c'est ça. C'est pas forcément plus simple, parce qu'on se prend quand même les réflexions dans la figure, et c'est quand même difficile. Puis on a peur aussi, j'imagine. Mais c'est effectivement, ça soulage un petit peu de se dire, ok, donc en fait, ça c'est de la projection, il projette son mal-être sur moi, c'est pas... C'est dirigé contre moi, parce qu'il est en colère contre moi, ou elle est en colère contre moi, mais c'est pas... Ça peut aider un peu. Oui, donc par rapport à ça aussi, nous, quand on a des clients, souvent on les envoie en médiation. Donc soit à titre individuel, on va plus leur conseiller de faire une thérapie. Enfin, en tout cas, moi, parce que je peux parler au nom de tout le monde, mais moi, si je vois qu'il y a quelque chose, je vais tout de suite dire peut-être ce serait bien que vous soyez accompagnés à titre individuel. Et en ce qui concerne les deux, on va plus leur dire peut-être aller voir un médiateur ou quelqu'un pour discuter de la séparation, et parce que c'est important que certaines choses soient dites. Mais finalement, là, en discutant avec toi, je me dis que ça pourrait tout aussi bien être un travail plutôt accompagné par un psy, en fait, puisque... Est-ce que tu as déjà vu des cas où une fois que les choses étaient dites, sans se remettre ensemble, etc., parce que ça, on en a parlé, c'était la thérapie de couple, mais où vraiment, quand même, ça débloque des choses? Parce que certaines fois, on a des blocages où on voit que ces blocages sont pas... juridiques, enfin ils sont... Oui. Derrière il y a quelque chose en fait, et c'est hyper frustrant parce qu'on aimerait que la personne puisse dire ce qu'il y a pour qu'après on passe à autre chose. Alors ça arrive, après ça m'est déjà arrivé plein de fois de voir des couples, des parents en l'occurrence, qui amenaient leurs enfants et qui avaient fait des médiations. Je connaissais pas de manière juridique avant d'être psychologue, ça pouvait se passer. Souvent c'est un fiasco. C'est vrai. Je sais pas si c'est... Ça dépend vraiment. Ça dépend du... justement, ils sont tellement réticents en fait. Il y en a, pas les deux, mais souvent il y en a un qui est persuadé que ça... qu'il a raison. Que de toute façon, quand c'est ce que je disais, quand la personne n'a pas envie de changer... ça fonctionne pas, mais c'est pareil pour la thérapie, on pourrait les amener voir un psy en leur disant en fait là il y a un souci, faut travailler le lien, la relation, c'est pas possible pour le bien-être de tout le monde. En fait, s'il y en a un des deux qui a pas envie, ça servira à rien, et c'est souvent ça le problème. C'est que la personne qui souffre se dit que c'est à cause de l'autre, qu'elle a pas de problème, et du coup n'a pas envie de changer, voit pas l'intérêt de changer, et du coup, c'est plus compliqué de le faire changer, d'amener à une réflexion. Il voit pas son propre intérêt, il va se dire, je vais pas, moi, aller voir quelqu'un, alors que la difficulté vient de l'autre, quoi. C'est ça. Mais par rapport à la médiation, je pense que ça dépend vraiment aussi, en matière familiale, il y a tout ce côté très émotionnel, très profond, qui vient énormément jouer. Donc après, parfois, ça fonctionne très bien si déjà les deux sont beaucoup plus avancés et que c'est plus une question d'arriver à discuter, mais qu'en soi, il n'y ait pas tant ça. Mais dans d'autres cas, effectivement, on va rester vraiment trop de colère, sur des blocages, parce qu'il y a trop de colère et que ça va... C'est pas possible, en fait, d'arriver à discuter. Après, je me demandais aussi si tu avais des cas, parce que là où je vois aussi des souffrances, c'est quand l'autre refait sa vie, ou qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la famille, entre guillemets, au sens large, et où on a beaucoup de mal à gérer les émotions qu'on ressent par rapport à ça, et ça réentraîne d'importantes difficultés, ou alors ça va se reporter sur le parent.
Est-ce que tu as ce genre de problématique ? Ça, forcément, ça réactive des petites choses, mais si la relation est apaisée entre les deux, pas de raison, même si potentiellement pendant quelques temps ça brasse un peu tout le monde, que ça peut réactiver des choses, il n'y a pas de raison que ça se passe mal après. Par contre, s'il n'y a rien qui est résolu avant, effectivement ça rajoute juste une couche et un problème supplémentaire et ça peut être encore plus explosif, mais en tout cas c'est pas ça qui va déclencher, ça va pas être le problème. Parce que souvent j'ai ce discours un peu de dire mais moi mon enfant il va pas passer 2 jours avec une personne que je connais pas, qui vit, voilà, souvent c'est... Oui. Ça se passe pas super bien dans ces cas-là. Oui. Il y a cette idée aussi un peu de qu'on prend la place, que quelqu'un prend notre place, ou... Voilà, ça, je pense que c'est des peurs qui peuvent ressortir en thérapie par rapport à ça. Alors ça peut ressortir effectivement quand les personnes sont amenées à consulter seules et à parler de leurs difficultés et de ce qui peut leur faire peur. C'est vraiment propre à chacun, propre à l'histoire de chacun, à l'histoire du couple, comment elle s'est terminée, comment elle a commencé. En tout cas, si quelqu'un si on le ressent, c'est que ça a une raison d'exister dans notre histoire, dans notre et c'est à prendre en compte. Et c'est à travailler pour être apaisé avec ça. Il y a des personnes qui le vivent très bien. Hein. Oui, il y en a, il n'y a aucun souci. Et au contraire, ils sont contents. Même contents en se disant... que quelqu'un rentre dans la vie de leur enfant et puisse aussi être un soutien, une personne nouvelle, un apport nouveau. Oui, c'est sûr que ça dépend. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment au cas par cas et en fonction de son histoire. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est si le parent le vit bien, après, il y a quand même plus de chances que l'enfant aussi, ça se passe bien avec la personne, ou qu'en tout cas, il n'y a pas de culpabilité de la part de l'enfant d'avoir pu s'entendre bien avec l'autre. Ça, c'est sûr que ça peut priver. Alors là, je pense à un exemple. Alors comme je t'ai dit, je modifie l'âge, le sexe des patients pour pas qu'ils soient identifiables, mais je pense à une ado que j'ai suivie assez longtemps et pour qui, avec sa belle-mère, ça se passait vraiment très bien. Mais la maman ne l'appréciait pas. Et du coup, même aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien avec cette belle-mère. Mais dans la manière dont elle va l'exprimer, on sent que il pourra pas avoir plus de liens alors que ça aurait pu exister et que ça aurait pu être une personne ressource supplémentaire dans sa vie. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas eu alors en tout cas pas pour le moment, mais il n'y a pas eu l'autorisation de l'autre parent et que c'était presque trop dangereux ou ça faisait trop de mal à l'autre parent et que du coup pour pas faire de mal, on voit souvent les enfants qui essayent de préserver les parents et qui adaptent leur comportement, leur manière de penser juste pour s'occuper, prendre soin de leurs parents et le préserver. Et c'est dommage parce que là je pense à cette situation, c'est pas catastrophique, hein, il y a rien de c'est juste dommage parce que ça aurait pu faire une personne de plus ressource et qui a l'air plutôt bien dans ses baskets et tout le monde a l'air plutôt bien dans ses baskets dans cette situation. Mais je pense que c'est important de le dire que l'enfant il a ses 2 parents et après il peut avoir d'autres personnes qui gravitent autour de lui sans que ça vienne mettre en danger la relation avec ses 2 parents qui restera unique en fait de toute façon. Qui restera unique et si elle doit mal se passer ce sera pas parce qu'il y a une autre personne qui s'est mise au milieu et voilà, c'est pas... Et notamment aussi pour les enfants plus jeunes, il va pas y avoir de... Ça, là, je le dis pour que ce soit aussi entendu, mais il ne va pas y avoir de confusion chez l'enfant sur qui sont les parents. Et voilà, ça va juste être une personne supplémentaire, comme d'ailleurs ça pourrait être quand il est gardé, ou un ami, ou un parrain, ou une marraine. Voilà, c'est un peu le même Après, ça peut apporter du plus à l'enfant quand c'est bien géré par tout le monde. De se dire, quand je suis chez maman... Il y a quelqu'un qui prend soin de moi en plus et qui peut gérer si maman est pas là ou si maman est pas disponible, voilà. Et quand je suis chez papa, il y a quelqu'un qui est disponible aussi pour moi, qui peut gérer si papa est pas disponible. C'est que du plus, hein, pour le coup, c'est que du bonus. Mais c'est dans les cas où ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais. Bon, après, il y a bien sûr des personnalités où là, c'est indépendant des parents, on n'en parle pas parce que c'est vraiment, il n'y a pas de possibilité d'avoir un impact plus important.
Et par rapport à la séparation, moi je dis souvent à mes clients, en fait c'est comme un cataclysme, je dis souvent ce mot parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je les accompagne, c'est que c'est un cataclysme, ça change toute une vie, voilà, du point de vue le plus matériel jusqu'au point de vue le plus psychologique justement. Et est-ce qu'il y a des phases comme ça par lesquelles les patients passent quand ils ont une séparation ou une rupture de lien avec quelqu'un qui a été important dans leur vie, et quelles sont-elles? Alors après, c'est un deuil à faire, mais pour le coup... il peut avec une personne qui est toujours là. Voilà, avec une personne qui est toujours là, et il peut y avoir des phases, mais il peut y avoir aussi des phases qui durent éternellement. Je sais pas, par exemple la colère en l'occurrence, on peut le voir, ça reste, chez certains couples, il y a des personnes qui dépassent pas le stade de la colère et qui restent en colère toute leur vie après l'autre. Et ça, il y a pas la temporalité peut être tellement différente d'une personne à l'autre, ça aide pas forcément de savoir quelle étape. Tout ce que... Non, oui, même pas. J'allais dire, tout ce qui peut aider, c'est de se dire qu'après, un jour, ça ira quand même mieux que ce qu'on est en train de vivre là, maintenant. Et en même temps, quand non, de savoir, ça aide pas forcément, mais sur le moment. Mais te dire, voilà, on va pas bien, on a le droit de pas aller bien à un moment quand on vit des choses difficiles. Et c'est normal. Mais comme un... Alors là, je prends l'extrême, mais comme un deuil, on vient de perdre quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrive souvent même, des personnes qui viennent de perdre quelqu'un de très proche, des fois, un mois après, qui me disent, vraiment, c'est tout récent, et qui viennent me dire, j'ai perdu... mon mari, ça va pas du tout, j'arrive pas à aller mieux. Ah bah oui, mais c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Et si vous étiez venu me voir en me disant j'ai perdu mon mari il y a un mois et je vais super bien, là je vous aurais dit c'est là qu'il y a un problème. Donc en fait, c'est juste des états normaux, même si c'est des affects très 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 désagréables qui font souffrir et qui rendent très mal, c'est normal. Ne pas aller bien, c'est normal dans ce genre de situation. Et même quand on a pris la décision. Et même quand on a pris la décision. Et même quand ça se passe bien, j'ai envie de dire. Parce que parfois, quand ça se passe bien, j'ai cet écueil-là, entre guillemets, où il y a des gens qui me disent, mais tout se passe bien, mais ils vont quand même, je le sens qu'ils ont une souffrance ou quelque chose qui va les... Ou en tout cas que ça pourrait aller encore mieux, mais c'est pas parce que ça se passe bien que c'est un dollar, entre guillemets. Non. Voilà, ça je pense que c'est important aussi de le dire, même si on est d'accord sur tout, si on priorise les enfants, même si finalement, on pouvait plus rester ensemble et on en a conscience, mais c'est un changement, il y a quand même de la douleur. On passe à quelque chose qui va être complètement différent. On va aussi vers l'inconnu. L'inconnu, ça fait toujours un peu peur. C'est normal. Je suis aussi effectivement des gens pour qui tout se passe bien. Je les vois un peu moins quand même. En tout cas, pas pour ces motifs-là, du coup. Mais... je veux dire, ils sont d'accord pour se séparer. Ils sont pas ni subissent, ni... voilà, mais qui finalement, quand même, ça leur fait un gros changement et ils ont besoin d'être accompagnés. Quoi. Oui, alors souvent, c'est parce qu'il y a autre chose de plus... C'est même pas plus profond, mais une autre problématique à côté. Et c'est plus ce qui est à côté qui fait peur ou qui travaille un peu la personne. C'est pas forcément la séparation en tant que telle, même si elle a elle impacte, oui, ça c'est sûr. D'accord. Bon, écoute, je pense que j'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter ? Non, rien de particulier, mais voilà, comme pour les enfants, faut pas hésiter dans le doute à venir consulter. De toute façon, quand on souffre, alors il y a des phases qui sont normales, mais même si c'est pour s'entendre dire c'est normal en fait, et d'avoir un endroit où on peut vider son sac, décharger en disant ça va pas du tout, il faut pas hésiter à consulter. C'est ça. Alors c'est de moins en moins tabou d'aller voir un psy, mais ça aide quoi, vraiment ça aide tellement. Je compare ça parfois en rigolant à, je sais pas, aller chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur. S'épiler, on peut le faire soi-même, on n'est pas obligé d'aller chez l'esthéticienne. Bon, c'est moins bien fait, on n'est pas professionnel, ou se couper la frange, j'en sais rien, on n'est pas professionnel, c'est moins bien fait. Mais on peut gérer tout seul, je sais pas, une séparation, un moment de vie un peu compliqué, on n'est pas obligé d'aller voir un psy, pas du tout. Un enfant qui se met à faire des cauchemars et que ça dure un peu, ou qui se remet à faire pipi au lit, tous ces petits symptômes, on n'est pas obligé d'aller consulter, et si on ne va pas consulter, notre vie n'est pas foutue. Mais ça peut tellement aider, et des fois en quelques séances,
Surtout chez les enfants. Alors, chez les enfants, c'est magique. Des fois, en 2 rendez-vous, c'est plié. C'est vraiment facile. Mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter, ça peut vraiment aider énormément. Oui. C'est pour ça que je fais ce boulot. Surtout en libéral, autant j'ai travaillé aussi en psychiatrie à l'hôpital, c'est pas la même chose. On a des pathologies qui sont plus complexes, plus compliquées, voire impossibles parfois à soigner. Mais en libéral, quand on va voir un psy, c'est monsieur, madame, tout le monde. Et c'est de l'accompagnement. Et c'est de l'accompagnement, et on les voit arriver avec une problématique, et repartir après. Le but, c'est pas de les garder, on n'est pas dans une psychanalyse, le but, c'est pas de les garder pendant 10 ans et brasser tous les trucs qui vont pas. On vient avec un problème, un truc qui va pas, et le but, c'est de ressortir de là le plus vite possible et que ça aille mieux. Ouais. Donc, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. C'est très complémentaire de toute façon aussi de nous, notre travail en tant qu'avocat. Je trouve que c'est tellement plus simple et plus... Prendre les bonnes décisions. Voilà, les meilleures décisions. Prendre les meilleures décisions pour soi, et puis que certaines choses soient dites aussi, parce que tout ça, c'est pas si simple quand on est empêtré là-dedans et on n'a pas forcément la clairvoyance que va avoir quelqu'un d'autre. Souvent, je me dis comment on peut être... alors, c'est un métier que je connais pas du tout, mais comment on peut être juge sans avoir parlé... mais sans avoir fait psycho, en fait. Oui. Mais ça, alors, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué d'expliquer aux gens qu'en fait leur vie, entre guillemets, et les décisions qui vont être prises vont être faites par quelqu'un qui les connaît pas, qui va pas les connaître. Non, c'est un autre sujet, mais voilà. Pour le coup... à l'audience, ça dure 2 minutes, donc, et c'est les avocats qui parlent plus que les gens, donc c'est pour ça que aussi en tant qu'avocat, le but c'est de trouver des accords, de faire que les gens soient maîtres de leur procédure et qu'ils puissent prendre les décisions pour eux, parce que finalement, comme je dis toujours, on n'est pas dans leur vie et c'est eux qui savent quand même encore le mieux ce qui est bon pour eux et pour leurs enfants, et après c'est que le cadre juridique et psychologique. Donc voilà. En tout cas, 1000 merci d'avoir participé. Merci à toi. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de questions. Donc, éventuellement, si on a des questions, je pourrais te réinterroger peut-être. Anne-Sophie acceptera. Et puis, 1000 merci. Et puis, vous pouvez donc retrouver Anne-Sophie déjà à Lyon aussi, où tu consultes. Ouais. Et sinon, sur son blog et sur son compte Instagram, La Belle Vie Psychologie, où elle donne plein de conseils. Et notamment des livres aussi qui sont très intéressants dans ce cadre de séparation. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.